Ben bonsoir tout le monde, bienvenue pour cet autre épisode du podcast Briser la glace, épisode enregistré le 8 mai 2024. Au programme aujourd'hui, je reviens un tantinet sur le U18, je reviens également légèrement sur mon top 69 Nice, ainsi que sur le classement final de Bob McKenzie, lequel nous révèle des informations choc, mais surtout, je parle une fois de plus de notre cher Cole Eiserman national en faisant des parallèles avec Call of Duty puis Canadian Tire. En tout cas, ça va faire du sens, vous allez voir. En fait, le but du podcast, ça a toujours été d'offrir du contenu différent, non partisan puis le plus objectif possible. Mais le repêchage puis l'analyse d'espoir, ben c'est émotif, pis c'est difficile de demeurer 100% objectif. Puis j'ai l'impression, en fait, d'être trop dur à l'endroit de Cole Eiserman, mea culpa. Donc, j'ai décidé de regarder plus en détail ces statistiques, puis de les décortiquer afin d'essayer d'y voir plus clair. Puis, je vous promets que c'est officiellement le dernier épisode où on parle de Cole Eiserman, du moins avant mes rapports d'évaluation finaux. Le but de cet épisode-là, c'est d'alléger aussi mon gros mock draft final qui s'en vient, en fait, qui va sortir dans les prochaines semaines sur YouTube, puis qui va inclure mes rapports d'évaluation finaux des joueurs. Puis j'ai pas envie de parler d'Eiserman pendant 30 minutes dans ce rapport-là, fait que je vais crever l'abcès aujourd'hui dans l'épisode. Par ailleurs, si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller liker ma page YouTube, ou chaîne YouTube qu'on dit, je pense, où que je publie de plus en plus de vidéos, ou du moins d'épisodes, mais surtout des shift by shift de plusieurs espoirs, si jamais ça vous tente d'aller les voir. Puis vous, feel free. Sentez-vous gratuit de me proposer des joueurs pour qui vous aimeriez voir de ces vidéos-là, shift by shift. Le podcast va demeurer, du moins à moyen court terme, en audio seulement. J'ai pas l'intention de publier chaque épisode sur YouTube. Celui-ci devrait toutefois y être. Alors, si t'es abonné à YouTube, ou du moins que t'entends cet épisode-là sur YouTube, mais que t'es pas abonné à mes plateformes audio, ben je t'invite également à le faire. Pour ne pas manquer d'épisodes. Par ailleurs, je vous invite également à aller faire un tour sur ma page Facebook, même si c'est un média qui est en train de mourir. Je viens de lancer, en fait, aujourd'hui même, le tout premier mock draft ou repêchage simulé de la communauté Briser la glace. En fait, en gros, on va passer les rangs de sélection un à un. Je vous invite à aller voter pour le choix que vous croyez qui va être sélectionné à ce rang-là. Puis on va compiler tout ça, puis je vais faire une belle petite vidéo YouTube. Alors, à vous la parole. Par ailleurs, mon plus récent mock draft a été vu par plus de 16 000 personnes sur YouTube. Ça n'a pas de crise de sens, je capote. Donc, merci infiniment à tous ceux et celles qui l'ont visionné, liké et commenté. Chaque petit geste que vous posez aide en fait la vidéo à se faire voir et aide par conséquent le podcast à se faire connaître. Le projet commence à prendre la traction, pardon. C'est vraiment motivant, quoique effrayant en même temps. Donc, la loterie, j'ai pas le choix d'en parler, a eu lieu hier soir. On connaît enfin l'ordre final de repêchage, du moins pour le top 16, en vue du repêchage 2024 de la Ligue nationale de hockey. En fait, il n'y a eu aucun changement, c'était plate à mort. Les Sharks vont repêcher premier, les Hawks deuxième, et le reste, ben ça suit. J'en suis en fait à me demander si c'est pertinent que je ressorte un nouveau mock draft. Mais non, on va le faire quand même, là, comme je disais plus tôt. Un gros mock draft complet, avec des vidéos des joueurs, mes rapports d'évaluation finaux, avec du beau visuel là, pour montrer les ratings des joueurs puis tout. Je vais même inclure des stats avancées, gracieuseté de Mitch Brown et de Lassie Allanon de Elite Prospects. Donc restez aux aguets, ça va sortir un jour sur YouTube. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un détail méconnu du public, mais pourtant un si beau détail dans le logo des Maple Leafs de Toronto. En fait, apparemment que les Leafs ajoutent une étoile rouge à leur logo pour chaque Coupe Stanley remportée depuis 1968. Donc vraiment un beau clin d'œil à leur histoire. J'aimerais aussi, avant d'aller plus loin, parler rapidement du classement de Bob McKenzie, paru cette semaine. En fait, je fais attention aux listes des gars comme Craig Button et compagnie, mais McKenzie, c'est différent. Sa liste, c'est un sondage réalisé auprès de 10 recruteurs de la LNH,
Puis il compile ça, puis il fait une moyenne. Fait que même si on sait pas c'est qui les équipes, ni leur rang de sélection, ça donne quand même le pouls de qu'est-ce qui se dessine, de c'est quoi la tendance auprès des équipes de la LNH, puis à quoi pourrait ressembler la journée du repêchage. Fait que c'est donc une liste que je juge être entre une liste de classement puis un mock draft. Puis ça va comme suit. Premier rang, Celebrini, on s'en doute. Deuxième rang, Demidov. Troisième rang, Silayev. Quand même, ça détonne ici par rapport aux autres listes qu'on voit. Quatrième, Lev Shunov. Cinquième, Lindstrom. Ça aussi, c'est standard. Sixième, Dickinson. C'est intéressant. Septième, Parekh. Huitième, Bouillum. Je sais pas pourquoi les équipes de la LNH sont pas high sur Bouillum, mais en tout cas. Neuvième, Konsta Helenius. Très intéressant aussi. Dixième, Iginla. Onzième, Catton. Douzième, Carter Yakimchuk. 13e, Cole Eisenman. 14e, Beckett Seneca. Et 15e, Trevor Connolly. Donc, quelques surprises dans cette liste, certes, dont Eisenman 13e. En fait, on le voit dans ces rangs-là, dans la plupart là, des listes d'analystes, mais indépendants, je devrais dire. Mais je m'attendais à ce que les équipes de la LNH soient plus high que ça sur Eisenman. Silayev 3e, ça détonne aussi, mais c'est pas surprenant non plus. On sait que les équipes de la LNH aiment les gros bonhommes et les gros défenseurs, ce qui explique également pourquoi Catton est 11e et que Yakimchuk est 12e. Donc bref, mais là où le classement devient intéressant, en fait, bon, ce classement-là, c'est tel que tel, c'est une moyenne, fait que c'est un peu bizarre, tu sais. Donc c'est que McKenzie détaille également certaines réponses qu'il a reçues. Puis je pense que c'est là qu'on a beaucoup plus d'informations à aller puiser, plutôt que juste regarder la moyenne. En fait, au deuxième rang, il y a 5 votes sur 10 pour Demidov. Il y a 3 votes pour Levshunov et 2 votes pour Silayev. Donc quand même 2 votes sur 10 pour le deuxième rang pour Silayev. Là. C'est pas piqué. Demidov, il a reçu 9 votes sur 10 dans le top 5. Pas surprenant, mais ça veut dire qu'il y a quand même une équipe, ou du moins un scout, qui a Demidov en dehors de son top 5. Ça, c'est weird. Au troisième rang, il y a 3 votes pour Silayev, 2 votes pour Lindstrom et Demidov, puis 1 vote pour Levshunov, Parekh et Helenius. Donc, il y a un scout sur 10 qui a Parekh au troisième rang, puis un qui a Helenius au troisième rang. Ça, je pense pas avoir vu ça sur beaucoup de listes, honnêtement. Au quatrième rang, ça prend une petite chire, ça aussi. Il y a 8 joueurs différents avec au moins un vote. 8 joueurs, je vous rappelle qu'il y a 10 scouts de sondés. Il y a 2 votes pour Silayev et Lindstrom, 1 vote pour Demidov, Levshunov, Parekh, Dickinson, Bouillum et Yakimchuk. Au cinquième rang, il y a 7 joueurs différents. Donc, il y a 3 votes pour Levshunov, 2 votes pour Lindstrom et 1 vote pour Demidov, Dickinson, Yakimchuk et Seneca. La tendance, il dit qu'elle s'est maintenue pour le reste du top 10. Donc, il y a entre 6 et 8 espoirs différents à chaque rang. Donc, il n'y a vraiment pas de consensus. Ce que je retiens de ça, Parekh, il y a un vote au troisième puis un vote au quatrième rang. Mais il est quand même overall classé 7e. Ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont en dehors de leur top 10. En tout cas, j'ai bafoué mes mots. Yakimchuk, il y a 2 votes dans le top 5. Eisenman, il y a 3 votes qui dit dans le top 10, mais il ne spécifie pas top 5. Quand c'est le top 5, il spécifie top 5. Donc, on en déduit que c'est entre 6 et 10 et que Eisenman est par conséquent dans aucun top 5. Et Seneca a reçu 1 vote dans le top 5 et 2 votes entre 6 et 10. Donc, Seneca, on parlait de lui comme un gros riser. Je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est quand même très surprenant de le voir top 5. Quand Grant McHagg disait qu'il ne serait pas surpris de le voir sortir top 5, voire même top 3, peut-être qu'il n'est pas si dans le champ que ça. Par ailleurs, dernière parenthèse avant d'enchaîner, c'est un message important. Il y a quelques épisodes de ça, je faisais un appel à tous pour me trouver un surnom d'animal, un peu en hommage à Snake. J'aimais beaucoup Dragon ou Scorpion.
Mais c'est ça. Puis je veux juste remettre les pendules à l'heure. C'est évidemment pas pour rire de lui. Là. J'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Puis je dis pas ça de manière ironique. Là. J'aime les gens qui pensent par eux-mêmes. Puis je trouve que Snake se fait souvent trop critiquer à tort. Alors qu'il apporte souvent des points très pertinents. C'est pas à cause qu'il pense pas comme vous que vous devez le critiquer. Je pense pas toujours dans le même sens que lui, quoique des fois que oui. Mais bon, je respecte ce qu'il fait. Mais c'est ça, je dois avouer que ça me fait sourire d'appeler un monsieur de 50 ans Snake. Ça me rend pas dans la tête. Je trouve ça très drôle. Puis j'aimerais ça, moi aussi, avoir un surnom d'animal, puis me faire citer ainsi. Genre... Ouais, Scorpion, il y avait Seneca 11e. Ça me ferait vraiment rigoler. Mais je pensais à ça, puis c'est pas l'idéal, un autre nom d'animal. Il y en a assez, là, des analystes, podcasteurs, name it, avec des noms d'animaux au Québec. C'est un peu contingenté, mais j'ai une autre idée. En fait, loin de moi la prétention d'être un scout. En fait, jamais j'oserais m'apposer cette étiquette. Ni même celle d'analyste, là, comme que je viens de dire, je cherchais quel mot utiliser. En fait, je ne suis qu'un podcasteur. Avouons-nous-le. Toutefois, le mot scout puis le mot scout, ça s'écrit pareil. Fait que trouvez-moi un nom de scout au plus sacrant, puis écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines, c'est évidemment le championnat des moins de 18 ans. Tournoi certes intéressant, mais pour lequel je trouve qu'on apporte peut-être un peu trop d'importance dans nos observations. C'est un peu pourquoi j'ai pas fait d'épisode spécial cette année là-dessus. En fait, non seulement il manquait la majorité des espoirs classés top 15, voire même top 20, mais en plus, ça veut rien dire le hockey qu'on voit là. Non seulement... le style de jeu est nullement transposable à LNH, bien souvent même sur des glaces européennes, mais la qualité des formations est juste inéquitable. À part un match-up Canada-États-Unis, on peut pas vraiment tirer de conclusion de ce tournoi-là, tu sais. Puis à chaque année, c'est la même histoire. Il y a des joueurs qui surprennent, puis qui montent tout d'un coup dans les classements, puis qui nous font oublier tout ce qu'on leur reprochait en cours de saison. Fait que ça me fait toujours peur de regarder le U18, t'sais. Fait que quand je le regarde avec d'autres lunettes, plus une lunette de partisan, plutôt qu'une lunette de observateur, podcasteur, simili-scout. Fait que entre, tu sais, j'ai sorti des stats pour vous, entre le tournoi de 2004 et celui de 2021, j'ai répertorié 29 joueurs qui ont été repêchés dans la LNH, puis qui avaient maintenu une moyenne de points par match supérieure à 1.20 lors du U18, et ce, à leur année de repêchage, mais qui n'ont jamais mis les pieds sur une glace de la LNH. Donc, grosso modo, des joueurs repêchés qui ont eu un gros tournoi, mais qui n'ont jamais joué LNH. Certes, pour les joueurs repêchés en 2021, c'est pas mort encore. C'est pour ça que j'ai pas inclus 2022 et 2023. 2021, c'est pas mort encore. Il y a des joueurs comme Pastoujov, Lissel et compagnie qui n'ont pas encore joué dans la LNH. Peut-être que ça va arriver. Mais c'est ça, parmi les 29 joueurs, il y a des flops majeurs là-dedans. Tony Rajala, je vais y revenir, mais 19 points en 6 parties, dont 10 buts. 10 buts en 6 matchs. Ludwig Rensfeld, 12 points en 6 parties. Niklas Nordgren, 8 buts en 7 matchs, pardon. Jérémy Bracco, on s'en rappelle, 13 points en 7 matchs. Sébastien Kohlberg, etc., etc. Tony Rajala, il a la meilleure moyenne de points par match dans l'histoire du tournoi. Ce gars-là n'a jamais joué un seul match dans la LNH. Il y a eu plusieurs autres brillantes performances qui n'ont pas débouché non plus. Constantin Zakharov, 16 points en 6 matchs. Timo Pulkkinen, que vous connaissez peut-être, 15 points en 6 matchs, dont 10 buts. Patrick O'Sullivan, 15 en 8. Kevin Romy de la Suisse, 14 en 8. Brett Sterling, qui avait fait 9 buts en 8 matchs. Vadim Karaga, Constantin Pushkaryov, 9 buts en 6 matchs. Sean Bergenheim, Reid Boucher, Joe Anderson, Maxime Kashkovich, Yegor Shastin, Igor Revenko, Roman Volchenko, Laurie Korpikoski, lui aussi vous le connaissez peut-être. Donc bref, de grosses performances de gars rapidement tombés dans l'oubli. Qui, comme dirait Kevin Parent, ont fréquenté l'oubli. En tout cas, dans tous ces cas, les joueurs n'ont pas été repêchés trop tôt, ceci étant dit. Leurs performances n'ont pas nécessairement fait augmenter leur valeur. Mais dans d'autres cas, dont Magnus Pääjärvi,
Andrei Kostitsyn, Kasperi Kotkaniemi, Cody Hodgson, je l'ai vraiment mal dit, Tyson Jost, Oli Juolevi, Alexander Nylander et Jesse Puljujärvi. Ces joueurs-là sont tous sortis top 10 lors de leur année de repêchage. Ça a pas mal tout mal vieilli. Possiblement que quelques-uns de ces joueurs-là seraient quand même sortis top 10, même s'ils n'avaient pas connu une belle performance au U18. Mais je pense que dans la majorité des cas, ce tournoi-là a contribué à leur montée dans les classements. Tout ça pour dire, le U18 c'est fucking cool, mais basez pas uniquement vos observations là-dessus pour faire vos classements. C'est tout ce que je veux dire. C'est le phénomène qu'on entend en fait être référé dans le jargon comme étant l'effet Craig Button. Je dis ça, je dis rien. À l'inverse, voici une liste de NHLers bien établis qui ont connu un U18 de pisse lors de leur année de repêchage. Mikhail Sergachev, 0 points en 5 matchs. Braden McNabb aussi, 0 en 6. André Palat et Brady Shea, 1 point en 6 matchs. Jack Johnson, 2 points en 6 matchs. McDonough, 3 points en 7. Braden Point, 2 points en 4 matchs. Alex Stock, 3 points en 7 matchs. Martin Necas, 3 points en 5 matchs. Chris Letang, Dylan Larkin et Logan Couture, 4 points en 6 matchs. Fait que vous voyez que c'est pas tant représentatif. 2015-2016, en fait, c'est un bon exemple d'à quel point il faut pas se fier à ce tournoi-là. Dans le top 10 des meilleurs pointeurs du tournoi de cette année-là, on retrouve, bon, évidemment, Clayton Keller au 2e rang, ça a bien vieilli. Mais le meneur, ça a été Tyson Jost, 15 points en 7 matchs, comme je disais. Suivi de Kyler Yamamoto, Logan Brown, Alexander Nylander, Eli Tolvanen, Joey Anderson, Lias Anderson, Casey Middlestad et Apeli Rassanen. Quelques flops, quelques NHLers établis, quoique aucune superstar à part Keller, puis bon, Middlestad là, qui commence à s'imposer un peu. Mais, où c'est que je m'en vais avec tout ça? Tous ces joueurs-là, dans le top 10 du tournoi, ont connu un meilleur tournoi que Adam Fox, Jordan Kyrou, Jesper Bratt et Mikhail Sergachev, qui étaient eux aussi à leur année de repêchage. Puis tu sais, je dis que les meilleurs joueurs sont rarement en fait à ce tournoi-là. Bon, on l'a vu l'an dernier avec les Bedard, Fantilli et compagnie. Cette année avec les Celebrini et compagnie. Mais voici un bout de liste de joueurs élites ou anciens élites de la LNH qui n'ont jamais participé au U18. McKinnon, Crosby, McCart, Dallin, Panarin, Marner, Thomas, Robertson, Suzuki, Kopitar, Marchand, Stutzla, Hintz, Giroux, Kreider, Godreau, John Carlson, Stone, Seguin, Monahan, Huberdeau, etc., etc. Puis il y a plusieurs joueurs, dont McDavid, Matthews, Ovechkin, qui ont participé au tournoi, certes, mais à leur année soit D-1 ou D-2, mais pas à leur année de repêchage. Donc le U18, c'est le fun. C'est la dernière occasion de voir les joueurs éligibles pour le repêchage à venir. Puis souvent, c'est le premier visionnement de ces joueurs-là, premier visionnement, des joueurs des années à venir. Pour plusieurs partisans, c'est souvent la seule occasion aussi de voir ces espoirs-là jouer. Puis c'est normal, on n'a pas tous juste ça à faire, on n'a pas tous accès à CHL TV et compagnie. Fait que c'est normal quand que RDS présente ces matchs-là, que des partisans l'écoutent et qu'ils se fassent une idée à partir de juste ce tournoi-là. Mais je trouve ça dangereux. Le hic, c'est ça, c'est que le tournoi est peu représentatif. Je trouve ça dangereux de tomber en amour avec des joueurs. J'aime bien, comme je disais, l'écouter quand même pour comparer en fait les espoirs européens avec les Nord-Américains. Ça, il peut y avoir une bonne comparaison, même si les équipes sont inégales. Puis de voir surtout des espoirs européens qu'on a moins l'occasion de voir souvent. Mais tu sais, d'évaluer des joueurs du Canada, des États-Unis, puis même des grosses formations comme la Suède ou la Finlande, c'est pas représentatif. Non seulement en raison du style de jeu, mais simplement parce que les défenseurs et les gardiens, ils ont 16-17 ans, fait que ça vaut ce que ça vaut, tu sais. Pour les espoirs des pays plus faibles, ils jouent tellement dans un scénario défavorable que c'est difficile aussi de se faire une tête pour eux. Puis tu sais, pourquoi, en fait, est-ce qu'il manque autant de joueurs élites à ce tournoi-là? En fait, c'est simple. Il y a 3 raisons. Dans un premier temps, il y a des séries qui ne sont pas terminées, notamment dans la CHL. Donc, c'est pour ça là, qu'il y a des joueurs, là, notamment là, Justin Poirier, Beckett Seneca, Sam Dickinson, Zane Parekh, qui ne pouvaient pas participer au tournoi en raison, justement, des séries. Il
Il y a aussi plusieurs joueurs que leur place est cimentée dans le top 5 puis ont juste rien à gagner à y aller. Tu sais, Celebrini, c'est le cas. Mais il y a aussi tous les joueurs nés avant le 1er janvier qui sont pas éligibles, en fait, au tournoi lors de leur année de repêchage. C'était le cas, comme je disais tantôt, de McDavid, Matthews et Ovechkin. Mais cette année, c'est le cas pour Andrew Basha, Michael Brandsegg-Nigard, Carter Yakemchuk, Luke Misa, Dominic Badinka, Tanner Howe, puis Ziv Bouillum, qu'on aurait tous dû, normalement, voir à ce tournoi-là. Mais en même temps, c'est correct qu'il manque autant de joueurs. Ça nous permet de voir des joueurs qu'on voit peut-être moins souvent. Mais il faut être conscient que les joueurs présents à ce tournoi sont pas nécessairement les meilleurs espoirs de la QV. C'est tout ce que je veux dire. En fait, on a plus de chances de voir les meilleurs espoirs des QV à venir que celles en cours. C'est pourquoi les joueurs éligibles en 2025-2026 ont dominé le tournoi de cette année. Puis tu sais, 15 des joueurs classés top 20 dans le classement consolidé de Elite Prospects, donc 15 des 20 meilleurs espoirs cette année, étaient absents du tournoi. Alors, cessons de dire qu'on compare les meilleurs de la QV. Il y avait juste Yzerman, Iginla, Helenius, Conley puis Greentree parmi les joueurs là, qui auraient un potentiel de sortir, disons, top 15 pour rester conservateurs. À l'inverse, les espoirs de premier plan des prochains repêchages, donc les Higgins, McKenna, Martone et compagnie, ben en fait, ces trois-là sont les 3 meilleurs pointeurs du tournoi. Suivi, c'est ça, bon, de Hudson, Iginla, Zimmer, Stiga, Plante, ensuite Yzerman, Conley et Ritchie. Fait que tu sais, Iginla et Yzerman, ils ont eu une récolte de points juste correcte. Je vais y revenir sur Yzerman, puis Iginla, parenthèse comme ça, moi j'ai aimé son tournoi. Certains auraient aimé qu'il produise plus, mais moi j'ai aimé ce que j'ai vu puis les détails dans son jeu, mais c'est rien de différent des observations que j'avais faites tout le long de la saison. Donc ils ont eu une récolte correcte, Yzerman puis Iginla, mais similaire à ce que des gars prévus pour sortir en 3-4e ronde ont fait, tu sais. Fait que c'est quoi l'évaluation qu'on peut faire de ça? Est-ce que les gars prévus présentement 3-4e ronde méritent de monter en première ronde ou est-ce que Iginla et Yzerman méritent de dropper en 2e, 3e, 4e ronde, tu sais? Ça veut rien dire. Fait que c'est un tournoi où les équipes jouent entre 4 et 7 matchs dans des match-ups inégaux. Fait que regardons ça pour notre plaisir. Puis pas pour compléter nos évaluations. Puis c'est pourquoi j'ai sorti mon top 69 avant le début du tournoi, par crainte que le tournoi teinte mes évaluations, du moins les évaluations que j'ai travaillées durant toute la saison, tu sais. Puis vous le savez, j'ai mis Yzerman 19e dans mon classement pré-U18. Ça fait plusieurs mois que je dis que je m'attends à un gros tournoi de sa part, puis de le voir monter dans les classements. Je crois qu'il y en a impressionné plusieurs. Je peux pas dire que j'ai été impressionné, mais j'ai aimé ce que j'ai vu. Mais pas assez pour faire un wololo complet, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de Cole Yzerman. Il a été beaucoup plus impliqué que dans les visionnements que j'ai eu de lui en NCAA et USHL. Il a joué plus physique, il a chargé le filet à quelques occasions, mais c'est un peu ça aussi le problème. C'est de même que j'aurais aimé le voir jouer cette saison. J'aurais aimé qu'il montre qu'il joue pas seulement gros contre des kids de 16-17 ans qui ont 20 livres de moins que lui. La performance qu'il a offert dans le U18, c'est la performance que je m'attendais à voir de lui dans la USHL toute l'année en début de saison. Puis quand j'ai commencé à le dropper dans mon classement en décembre dernier, c'est parce que justement, c'est pas ça que je voyais de lui. Puis je disais ouvertement que je serais heureux de le remonter s'il montrait plus de facettes dans son jeu d'ici la fin de la saison. Sauf que c'est ça, fallait que ces facettes-là, il les monte en USHL ou en NCAA, pas au U18 contre la Lettonie, tu sais. Fait que peut-être que je vais me laisser influencer par le U18, même si je veux pas, c'est contre mes valeurs. Puis le faire monter de quelques rangs dans mon classement final, on va voir. Mais il remontera pas dans mon top 15, c'est certain. Puis tu sais, pour me rincer l'œil, je t'ai retourné voir, c'est ça, des vidéos, des games de lui après le U18, puis je reviens au même constat que j'avais pré-U18, là. Puis c'est ça, je disais qu'il y a 15 des joueurs classés top 20 qui étaient absents du tournoi. Ça serait aussi injuste de faire passer Yzerman devant eux, alors qu'eux, ils n'ont pas eu la chance de montrer ce qu'ils pouvaient faire dans un scénario aussi favorable que ce tournoi-là. Puis je pense que c'est ça justement le piège, c'est que ceux qui participent pas, puis ceux qui sont pas en série, dont les Caton et compagnie, ne grimpent plus dans les classements en ce moment, sont stagnés là. Mais ceux qui sont encore en série ou ceux qui ont participé au U18, ben ils passent devant eux.
Mais c'est ça, je pense que c'est un piège. Mais fait que tu sais, où c'est qu'il serait classé Andrew Basha, mettons, qui avait joué sur le premier trio avec Gavin McKenna pendant le tournoi, tu sais. Probablement qu'on verrait déjà des gens dire que Basha mérite de sortir top 10. Puis Ziv Bouillum, même chose. Si Bouillum avait joué pour les États-Unis à la place de Cole Hudson comme défenseur numéro 1, on parlerait probablement moins ou pas en tout de Cole Hudson, puis Bouillum serait top 5 dans à peu près toutes les listes. Puis là, je parle même pas des Russes qui auraient probablement tout éclaté. Quoique la plupart, c'était des overagers non éligibles. Là. Je pense Chernyshov, Artamonov n'était pas éligible, mais tu sais, juste de voir, mettons, Demidov, Sourin et Shouravin, je pense que ça aurait changé là, certains classements aussi. Là. Fait que c'est ça, je voulais pas repartir sur un 20 minutes sur Yzerman, même si c'est pas mal ça que je m'enligne pour faire encore. Je vous promets de vous offrir un épisode sans Yzerman prochainement. Comme je disais d'emblée, je me dois crever ce qui reste de cet abcès-là avant mon rapport final, afin de l'alléger, parce qu'il me reste encore des choses à dire. Mais c'est ça, comme je disais, je vais essayer d'être un peu plus objectif. Je veux pas lancer une campagne de salissage à son effet. Là. Ça n'a jamais été ça mon but, comprenez-moi bien, même si je semble m'acharner sur son cas. Mais c'est parce que c'est un cas fascinant, Cole Yzerman, puis possiblement le choix le plus polarisant de l'année. Puis on n'a pas fini d'en entendre parler, je pense. Yzerman, c'est un marqueur de but exceptionnel. On le sait, puis je m'en cache pas. Il n'est pas devenu le meilleur buteur de l'histoire du NTDP pour rien, là. Puis je le répéterai jamais assez, malgré que je cesse de le dénigrer. Je le répète, il a sa place dans la LNH avec ce lancer-là, avec son lancer élite. Il y a peu de joueurs, ni même dans la LNH, qui ont un lancer puis une dégaine de cette qualité-là. Mais vous le savez, il est appelé unidimensionnel à outrance. Il n'y a pas juste moi qui le dis, là. Reste donc à voir s'il va devenir une super vedette de 40-50 buts, ou s'il va avoir un rôle de second plan à 20-25 buts par saison, ou si même il va devenir le prochain marqueur unidimensionnel qui n'aura pas levé, comme les Wallstrom, Kaliev, Holtz, Olofsson, Podkozin, Bellows, Gurianov, etc., etc. La liste est longue, tu sais. Pour ma part, je crois encore que le scénario le plus probable est d'être un joueur honnête d'environ 25 buts, avec quelques saisons peut-être de 30-35 buts peut-être même, là. Mais un joueur possiblement de séquence, parfois invisible, surtout à 5 contre 5. Mais une machine sur le jeu de puissance. Je crois encore au potentiel de se développer en plus. Il y a beaucoup de lacunes dans son jeu, puis beaucoup de choses qui me titillent. C'est la seule raison pour laquelle j'ai peine à le classer devant des joueurs plus safe, quoique possiblement moins talentueux. Rendu là, c'est une question de préférence aussi, puis c'est ça que j'aimerais remettre en contexte. Je d'avis qu'on gagne pas avec des joueurs pas travaillants, ça se reflète forcément dans mon système d'évaluation et donc dans mon classement. Je crois qu'Yzerman a de fortes chances de jouer plus de matchs dans la LNH que des joueurs que je classe devant lui. C'est absurde de même. Sauf que c'est juste pas le style de joueur que j'aime. Puis c'est correct si vous l'aimez puis vous le classez plus haut. En ce moment, on n'a pas de réponse sur son développement. On ne sait pas comment tout ça va être transposable dans la LNH. Fait qu'on peut dire ce qu'on veut. Puis rappelez-vous que c'est pas parce que je parle dans un micro que je détiens la vérité absolue. J'ai jamais eu cette prétention-là. Votre avis vaut autant que le mien. J'utilise simplement cette plateforme pour vous partager mes observations. Puis je vous invite à partager vos observations aussi avec moi en commentaire. Puis c'est correct si on n'est pas du même avis. On peut rester amis quand même. Mais une chose qui me gosse beaucoup de Cole Yzerman, puis je crois que j'ai pas encore adressé, c'est son ratio de buts versus passes. En fait, dans la USHL cette saison, donc j'exclus là, les matchs en compétition internationale et dans la NCAA, donc seulement la USHL, que je pense qui est le meilleur comparable, il a cumulé 25 buts et seulement 9 passes. Puis l'an dernier, dans la USHL avec le U18, il y a eu un ratio encore pire, 26 buts et 6 passes. Donc je me suis demandé, y a-t-il d'autres joueurs repêchés en première ronde dans les 20 dernières années dans la CHL et la USHL qui ont maintenu une moyenne de points par match supérieure à 1.3, mais qui ont également au moins 2 fois plus de buts que de passes, et ce, à leur année d'admissibilité au repêchage de la LNH. Ça fait beaucoup de critères. Je réitère, des joueurs repêchés en première ronde dans les 20 dernières années, CHL, USHL, moyenne de points par match de plus de 1.3,
puis au moins 2 fois plus de buts que de passes. Et ce, à leur année d'admissibilité au repêchage. Les résultats sont spéciaux. Évidemment, Yzerman est au premier rang de ces 20 dernières années-là, avec un ratio de 2,77 buts pour chaque passe amassée. Donc c'est ça, j'ai trouvé 4 autres joueurs qui avaient un ratio, en fait, qui avaient au moins 2 fois plus de buts que de passes. Il y a eu Chaz Lucius, 18e en 2021, qui avait 13 buts et 5 passes, mais c'était seulement en 12 matchs, donc c'est quand même à prendre avec un grain de sel. Lucius, en ce moment, ça va pas très bien. En fait, 2 buts en 17 matchs en AHL, puis il a toujours joué aucun match dans la NHL. Au deuxième rang, Julien Gauthier, 21e en 2016, 41 buts et 16 passes, un ratio de 2,56. Ça va pas très bien non plus pour notre ami Julien. 2022-2023 étant sa meilleure carrière, sa meilleure saison en LNH, 6 buts en 40 parties. Mais au troisième rang, on a l'ami Cole Caulfield, 29 buts, 12 passes, un ratio de 2,42. À vous de juger, Cole, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il atteint, en fait, les attentes, oui ou non? Puis l'autre joueur qui a au moins 2 fois plus de buts, c'est ça, que de passes. Désolé pour l'hésitation. C'est Cutter Gauthier, 5e au total en 2022. Évidemment, trop tôt pour juger. Il a joué une seule partie en LNH. Mais Cutter, ça va bien en NCAA. Donc, je suis quand même confiant que ça va donner de quoi. Mais vous voyez, là, à date, c'est 50% des flops. Donc, je sais pas trop quoi en tirer de ça. Il y a d'autres joueurs qui n'avaient pas tout à fait un ratio, dans le fond, du double de buts que de passes, mais qui ont quand même là un ratio qui n'avait pas de maudit bon sens. Il y a Dylan Larkin au 5e rang, 1,89. Jake Virtanen, 1,73. Owen Tippett, 1,42. Qu'on pensait qu'il allait flopper, mais ça va bien, là, Tippett, depuis 2 saisons. 28 buts cette saison. Mais encore là, ça n'a pas été un gars de 50 buts, du moins pas en date d'aujourd'hui. Jack Quinn, bon, ralenti par les blessures, mais c'est ça. Colby Barlow, repêché l'an dernier. On ne sait pas encore ce que ça va donner. Et Michael Rasmussen, 1,39 buts versus les passes. 9e en 2017, Rasmussen. Meilleure saison en carrière dans la LNH. 15 buts en 75 parties. Fait que bref, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne tout ça. Quelques petites notes en fait pour les gars du NTDP, là, donc pardon, Yzerman, Lucius, Caulfield, Gauthier, Larkin. C'était juste les games en USHL comme que je disais. Aussi, ce qui est intéressant, il y a juste en fait Lucius, Caulfield et Yzerman qui ont plus qu'un but par match. J'avais quelques critères là, au travers de ça, genre drafté en première ronde puis une coupe d'affaires, mais il y a juste ces trois-là qui avaient plus de buts que de matchs joués, mais qui avaient moins de passes, en fait, parce que Crosby, Kane, Tavares puis Bedard, ils ont eu une moyenne de buts par match supérieure à 1. Sauf que c'est ça, il y avait tout plus de passes que de buts. Il y a Tavares, là, je pense qu'il y avait un peu moins de passes, mais bref, c'était pas un ratio là, qui avait autant pas de sens que les autres. Bref, désolé, ce segment-là était un peu décousu. Fait que c'est ça, quelques noms qui ont bien viré, d'autres non, d'autres pour qui est encore trop tôt pour juger, là, donc dont Barlow et compagnie. Fait qu'on peut pas vraiment tirer de conclusion ni faire de corrélation entre le ratio de buts versus passes. En fait, tout ça pour dire, le vrai comparable en ce moment, quand on regarde les statistiques, ça serait Cole Caulfield, en raison de la moyenne de buts par match supérieure à 1. Sauf que c'est ça, Yzerman a quand même un moins bon ratio de buts versus passes, quoique lui de Cole était quand même horrible aussi. Puis les deux ont fait, à un but près, la même récolte en carrière dans le NTDP. Fait que le parallèle est vraiment bon. On sait que Cole est sorti 15e. Yzerman est un peu plus grand, un peu moins complet à mon avis aussi. Ben, pas moins... C'est pas vrai. Je trouvais Caulfield un peu plus impliqué, mais surtout plus patient avec la rondelle au même âge par rapport à Yzerman. Est-ce que ça vient compenser la différence de grandeur? On va voir. On va voir Yzerman où c'est qu'il va sortir, mais on pourrait s'attendre à ce qu'il sorte en 10 et 15, un peu comme Caulfield. À noter que Caden Lindstrom, ferait aussi partie de ce palmarès de ratio but versus passe outrageux.
Puis il y a même Justin Poirier aussi, si jamais il sort en première ronde, qui ferait partie de ce palmarès. Autre chose que j'ai... Autre chose que j'ai décidé, d'analyser dans le cas de Yzerman, c'est un peu le même exercice que j'avais fait pour Zeev Bouillon il y a quelques épisodes, donc de décortiquer d'où proviennent ses points cette saison. Fait que j'ai sorti ces 57 matchs à Cole Yzerman. J'ai classé les équipes affrontées en 4 tiers. Donc le tiers A, qui inclut en fait le Canada au U18, Dubuque, Boston University, North Dakota, Michigan. Le tiers B, la plupart des équipes USHL. Le tiers C, donc certaines nations moyennes ou des équipes plus faibles de la USHL. Même quelques collèges moyens. Et le tiers dog shit, donc des nations de piste puis des collèges nuls. Ce que je constate en analysant ces résultats-là, c'est que sa moyenne de buts par match augmente plus la compétition diminue. Ce qui est normal. Dans le tiers A, c'est 0.75 buts par match. Tiers B, 0.85. Oh, désolé. Tiers C, 1.05. Tiers D, 1.24 buts par match. Fait que 0.75 buts par match contre des équipes A sur 8 matchs, c'est quand même très bon, voire même excellent. Toutefois, mettons qu'on veut chercher des poules, il y a 3 des 6 buts marqués contre des équipes de tiers A qui ont été réalisés dans la même partie. Fait que sans cette partie-là, la moyenne descend à 0.43 buts par match contre des équipes de tiers A. Mais, chapeau melon à lui, parce que la partie, en fait, qui a compté un tour du chapeau, qui est probablement sa meilleure game de l'année, a été réalisée contre les puissants Boston University de Celebrini et Hudson, probablement la meilleure équipe qu'il a affrontée durant toute la saison. À part peut-être le Team Canada, mais en tout cas, petit bémol toutefois, ce match-là est un match préparatoire pour Boston University. Si vous allez voir les calendriers des deux équipes, là, le match est un match régulier pour le NTDP, mais pas pour BU. C'est bizarre, mais c'est ça. Fait que je sais pas à quel point le match doit être considéré dans les stats. Vu que c'est comme à moitié un match préparatoire, mais je l'ai considéré quand même parce que je dois montrer une certaine neutralité. Mais c'est ça, prenons ce match-là avec un grain de sel avant de dire que Yzerman est supérieur à Celebrini, de grâce. Ensuite, on sait que la chute de Yzerman a débuté autour de la mi-novembre, moment où on a commencé à le voir jouer sur le deuxième, voire même le troisième trio de l'équipe. Fait que j'ai splitté ses statistiques en 2, donc avant puis après le 1er janvier 2024, et c'est là que ça devient troublant. En fait, son année 2023 était vraiment très bonne. 28 buts en 25 matchs, et plus d'un but par match dans tous les tiers d'équipes affrontées. Donc même les équipes tiers A, plus d'un but par match. 25% de ces buts venaient de l'avantage numérique, ce qui est vraiment bon. On s'attend en fait à un pourcentage élevé dans son cas, puis c'est normal, c'est sa spécialité. Mais c'est vraiment pas absurde comme pourcentage, 25%. Je dirais même que c'est un petit peu bas. Mais c'est ça, en plus, il y avait un différentiel de plus 27, puis il avait marqué 19% des buts de son équipe, dont 21-22% contre des tiers plus forts. Je l'avais alors encore autour du 5e rang. Ça allait bien, sauf que c'est ça. En 2024, la chaîne a débarqué un peu. Son pourcentage de buts en jeu de puissance est passé de 25% à 60%. 60% de ses buts marqués en avantage numérique après le 1er janvier. Il y a des tiers d'équipes affrontées où ça monte même jusqu'à 75% de sa récolte. Sa moyenne de buts par match a même chuté en bas du 1 but par match à 0.93 et même à 0.4 contre des équipes de tiers A. On s'appelle qu'il était au-dessus du but par match contre des équipes de tiers A dans la première moitié de saison. Il y a 86% de ses buts cumulés en 2024 qui proviennent contre des équipes de tiers C ou D. Contre des équipes de tiers A et B, il y a 11 et 13% des buts de son équipe, soit 2 fois moins que ce qu'il a amassé en 2023. Son différentiel est passé de plus 27 à moins 4. Je sais qu'on n'aime pas cette stat-là, mais c'est quand même outrageux.
un joueur élite à -4 dans des ligues faibles, ça n'a juste pas sa place. Puis son shooting percentage contre des équipes A est passé de 29%, qui était anormalement élevé, on va se le dire, mais de 29% à 7%, ce qui est à l'inverse anormalement bas, surtout pour un sniper unidimensionnel. Est-ce qu'on peut expliquer cette débauche en partie du fait qu'il a pu jouer avec Higgins à partir, là, je pense, de novembre ou quoi que ce soit? C'est certain que ça n'a pas aidé, là. Mais tu sais, Plant, Humphries puis Bednarik sont bons, mais c'est pas James Higgins. Mais pour un joueur qu'on prévoit repêcher, disons, top 10 ou top 5, ne devrait-il pas être le meilleur joueur de son équipe et prendre les choses en main? Surtout pour un joueur dans une équipe U18. Tu sais, en ce sens, je comprends l'argument qui est né à la fin août pis tout, mais Iginla, Luchenko, Mustard, Ritchie puis Poirier sont aussi nés au mois d'août. En fait, Poirier il est né en septembre même. Pourtant, tous ces joueurs-là, qui sont pas nécessairement meilleurs que Yzerman, comprenez-moi bien, sauf Iginla, ils ont montré une progression, mais pas Yzerman. C'est ça qui me dérange dans cet argument-là de l'âge, c'est qu'Yzerman, c'est le même joueur que l'an dernier. Là. Il y a des stats similaires, voire même inférieures à l'an dernier, aussi bon ces stats soient-elles toutefois. Mais la progression n'a pas été là. Même Celebrini, né à mi-juin, il a connu une incroyable progression encore cette année, puis en ajustant en fait, puis en variant son jeu pour devenir un espoir beaucoup plus complet. Mais je vais dire quelque chose qui risque de surprendre, mais je pense qu'on s'en calisse un peu de la date de fête, malgré ce que certains experts disent. Je suis d'accord qu'un joueur plus jeune a théoriquement plus de développement devant lui, je le nie pas. Mais je challenge les contextes dans lesquels on utilise cet argument-là, l'argument de l'âge. En fait, je peux pas me servir de la date de fête tardive pour justifier des lacunes dans le jeu d'un joueur. Parce qu'il n'y a rien qui garantit qu'il va les corriger, ces lacunes-là. Toutefois, si un joueur montre des lacunes dans son jeu, mais qui est né en octobre, là, oui, on peut lever un drapeau. Parce qu'il y a eu plus d'occasions de corriger ces lacunes-là, puis il l'a pas fait. Mais de dire que c'est pas grave s'il y a des lacunes étant donné qu'il est né au mois d'août, ben je pense que c'est un piège. À l'inverse, si un joueur d'octobre est bon, je crois que c'est aussi un piège de lui enlever des points à cause de sa date de fête. Il est déjà bon. C'est acquis, ça. Puis, quand je parle de acquis, là, je me répète là, pas le petit sachet des roches, là, c'est que tu tombes dans la certitude puis pas dans la projection. Puis si un joueur est né au mois d'août puis qui est déjà bon, donc un jeune joueur mais qui est déjà bon, mettons Iginla, ben là aussi on peut se servir de la date de fête pour lui donner des points parce que il est déjà bon, puis en plus, il y a des chances qu'il s'améliore encore plus. Mais c'est ça le piège, c'est de dire il est pas bon dans telle affaire, mais il y a plus de temps pour se développer. Ça veut pas dire qu'il va se développer. Je me permets une parenthèse avant de revenir sur Yzerman, parce que non, j'ai pas fini de me vider le sac. J'ai extrait les 100 meilleurs pointeurs de la LNH cette année. J'ai comparé leur date de fête. Étant donné, bon, c'est ça que la date limite pour le repêchage, c'est le 15 septembre, ça coupe un peu le mois en deux. Fait que j'ai créé le mois de septo pis septar, en tout cas, si vous me suivez. J'ai fait x2 sur le nombre de joueurs dans ces mois-là là, pour ramener ça sur environ 30 jours, en tout cas, je me comprends. Au final, quand on regarde les résultats, c'est comique, parce que fin septembre est en milieu de peloton, mais octobre, qui est collé là-dessus, c'est le deuxième meilleur mois. Puis à l'inverse, début septembre, c'est dans les meilleurs mois. Puis le mois d'août qui est collé là-dessus, c'est le quatrième pire. En tout cas, je vais les nommer, ça va tout faire du sens ce que je viens de dire. Voici en ordre les mois qui ont le plus de joueurs nés dans ces mois-là, parmi les top 100 meilleurs pointeurs de la LNH cette saison. Premier rang, juillet, avec 12 joueurs. Deuxième rang, octobre et avril avec 11. Donc, octobre, on parle des joueurs late. On dit que les joueurs late, faut pas toucher à ça, blablabla. Présentement, deuxième rang dans la LNH. Quatrième rang, on a 3 mois avec mars, mai et
début septembre avec 10. Début septembre, on parle des joueurs jeunes. Tu vois, il y en a 10. Puis octobre, qu'on dit éviter, il y en a 11. 7e rang, janvier-février avec 9 joueurs. Fin septembre, qui est quasiment octobre, au 9e rang avec 8 joueurs. Ensuite, mois d'août, 7 joueurs. On parlait des joueurs jeunes. 11e rang, décembre avec 5. 12e rang, juin avec 4. Puis 13e rang, novembre avec 3. Fait que bref, si j'additionne fin septembre, j'enlève les x2, là, fin septembre puis octobre ensemble, puis que je mets début septembre puis août ensemble, pour faire 2 beaux gros mois et demi, ben fin septembre puis octobre, il y a 15 joueurs dans le top 100 pour un total de 1564 points. Puis le mois d'août, incluant le début septembre, il y a 12 joueurs pour 1408 points. Donc, les joueurs late, donc fin septembre et octobre, produisent plus que les jeunes joueurs. Bon, évidemment, ça veut dire ce que ça veut dire, mais vous comprendrez, dans les joueurs de septembre-octobre, il y a quand même Matthews, Draisaitl, Makar, Quinn Hughes, Rantanen, Panarin, Brady Tkachuk, Eichel, Ovechkin, Tavares, Monahan, etc. Est-ce que le fait qu'ils étaient plus vieux que les autres joueurs dans leur QV a tant mal vieilli que ça, t'sais? Tout ça pour dire, oui, d'être né au mois d'août ou début septembre t'offre plus de développement, mais c'est pas une garantie si t'as déjà un pas de retard sur les autres. C'est pour ça que j'hésiterais pas à repêcher un late, mais aussi à repêcher un overager, genre Jesse Pulkkinen en fin de première ronde. Certes, il est plus vieux, il est 1 an plus vieux que tout le monde, il y a 19 ans, Jesse Pulkkinen. Il y a combien de joueurs en fin de première ronde, début de deuxième ronde, qui vont devenir aussi bons que ce qui est cette année, l'an prochain? Puis, c'est nice, tu sauves une année de développement avant qu'il arrive dans le grand club. De retour à nos moutons, puis désolé si je donne beaucoup de chiffres puis que je suis un peu décousu là, aujourd'hui, là. Ça peut être lourd à l'audio, puis je suis un peu fatigué, il est tard en fait à l'heure d'enregistrer ça, puis je voulais pas prendre un café pour dormir ce soir, puis je pense que c'était une mauvaise idée, j'étais un peu décousu, je m'en excuse. Mais c'est ça, j'essaie d'offrir là, du contenu qui est différent des autres, puis d'essayer de me baser un peu plus sur du concret, puis surtout de vous dire des choses que vous avez peut-être pas déjà entendues ailleurs. Donc bref, j'ai parlé dans les épisodes passés que Yzerman était en dessous de la moyenne de tous les joueurs éligibles au repêchage évoluant présentement en USHL ou CHL, pardon, et ce parmi les joueurs trackés par Elite Prospects. En fait, en 15 parties trackées, Yzerman est, selon leurs data, en dessous de la moyenne dans de nombreuses catégories, dont le taux de succès en entrée de zone, le pourcentage de succès pour les passes dans l'enclave, les rondelles récupérées en zone offensive, etc., etc. Il est évidemment through the roof pour le nombre de lancers par 60 minutes puis les buts attendus, mais même dans la catégorie shot contributions, donc les lancers puis les passes menant à des lancers de ses coéquipiers par 60 minutes à 5 contre 5, il est 21e parmi les joueurs éligibles au repêchage de cette année, derrière des joueurs comme Boilard, Boisvert, Stiga, Poirier, Massé, Bacha, Parishak, Misa, Mustard et même Alexandre Blais de Rimouski. 21e dans une des catégories où il devrait le plus shiner. Je vous épargne donc les classements dans les autres catégories où il shine encore moins. Fait que j'ai décidé de m'amuser un peu cette semaine puis de tracker moi aussi une de ces parties parce que je me dis que je le regarde peut-être pas avec des lunettes neutres, Cole Yzerman. Puis c'est peut-être ça qui teinte un peu mon évaluation. Puis il n'y a pas plus objectif, en fait, que d'observer ses moindres faits et gestes, puis de les noter, puis de compiler tout ça. Évidemment, c'est juste une game, mais quand même, on va voir ce que ça a donné. Puis j'ai pris une de ces games les plus récentes dans la USHL, une game que j'avais pas vue encore. À ma grande surprise, il a connu un fort match en entrée de zone, 8-8. La plupart, bon, ont été réalisés sans vraiment de pression, mais still. Puis il a été 2-2 en sortie de zone aussi, également impressionnant. Il a aussi réalisé 3, ce que je considère être des jeux défensifs, donc soit des takeaways ou simplement des jeux brisés. En fait, ça aussi, j'ai été agréablement surpris. Il a fait quelques beaux poke checks là-dedans, mais il n'y a aucun des jeux brisés de ces 3 jeux défensifs-là, en fait, qui ont résulté à un changement de possession en faveur de son équipe. En fait, je pense qu'il y a 2 des 3 cas
Ils ont enlevé la rondelle à l'adversaire qui allait rentrer en zone, mais ça leur donnait aux défenseurs adverses. Fait que là, ils ont quand même conservé la rondelle, même s'il a arrêté l'entrée de zone. Fait que bon, c'est bon, mais c'était pas parfait. D'ailleurs, juste parenthèse, je m'étais pas pris de note, mais je trouve que il y a de la misère à récupérer des rondelles libres qui arrivent comme rapidement sur le fly. Genre, mettons, quand une passe qui se fait dévier ou justement qui fait un poke check, il est pas capable de récupérer la rondelle. Bref, parenthèse terminée. Dans le positif, il a aussi récupéré 2 rondelles en zone offensive. Mais il y en avait une sur le power play. Là, fait que normalement, on compte juste 5 contre 5, là, mais je l'ai inclus pareil parce que je suis neutre. Il y a eu 3 plaqués également dans la partie, dont un quand même assez solide. Mais il n'y a aucun, encore une fois, aucun de ces plaqués-là qui a résulté en changement de possession ou en prévention d'entrée de zone. Puis ça aussi, c'est important. Il a fait des beaux plaqués dans le tournoi, mais au-delà de dire, bon, le gars, il termine ses mises en échec, qu'est-ce que ça apporte dans le jeu? Il y a ça aussi qu'il faut garder en tête dans notre analyse. Puis là, tu vois, ces 3 plaqués-là, en fait, ils n'ont rien changé dans comment le jeu s'est déroulé, tu sais. Il y a un exemple, il est en échec avant, termine sa mise en échec, mais il arrête de jouer, puis le gars qui vient de plaquer, il repart pareil avec la rondelle derrière son filet. Fait que le but de plaquer le gars, c'est de repartir avec la POC, tu sais. C'est ça. Fait que également 2 dégagements de zone que j'ai notés que dans les points positifs. Fait quand même des belles stats dans des zones, en fait, même que je lui reproche souvent de pas être impliqué. Fait qu'il a récupéré quelques rondelles, il a dégagé quelques rondelles, il a fait quelques préventions. Fait que c'est bien, c'était surprenant. Mais voici le moins cute maintenant. 25% d'efficacité en prévention d'entrée de zone, c'est pas très bon. Il y a 9% de ces shifts qui ont débuté en zone défensive, c'est pas beaucoup. 30% en zone offensive, 43% sur le fly, puis 17% en zone neutre. Je le sais, ça donne pas 100%, il y a une question de décimale là-dedans. C'est pas de sa faute, en fait, tout ça, on va se le dire, mais ça donne une idée de la perspective du coach et de l'utilisation qu'il en fait. En fait, je pense qu'il y a juste 2 de ces chiffres qui ont commencé en zone défensive, excluant, en fait, les... parce que c'est pas des débuts de chiffres que... Je recommence ma phrase. Excluant lorsque il y avait une mise en jeu suivant un dégagement refusé. Je considérais pas ça comme un début de shift. L'autre stat, ensuite, il y a 0 seconde de temps de jeu alors que son équipe menait ou encore tirait de l'arrière. Il a joué 100% de ses minutes alors que la game était égale. Puis c'est un match à pointage élevé dans lequel les équipes se sont échangées les avances. Il n'y a eu aucun but alors qu'il était sur la glace, aucun but pour, je devrais dire. Puis il y a eu un but contre, il a terminé la rencontre à -1. 12 lancers tentés, mais seulement 4 se sont rendus au gardien. Mais là-dedans, dans les 4, il y a 3 lancers à faible taux de réussite, donc seulement un lancer dangereux. C'est une des choses d'ailleurs que je lui reprochais dans d'autres épisodes, que je trouve qu'il fait souvent des lancers à faible taux de réussite, soit des tirs de loin alors que le gardien n'a pas la vue voilée ou quoi que ce soit, juste parce qu'il rentre dans la zone, beau gap control du défenseur, il ne sait pas trop quoi faire avec la rondelle, il la lance dans le plastron. Au niveau des lancers, soit qu'ils ne sont pas rendus au gardien parce que c'est ça, ils ont raté la cible ou ils ont été bloqués. C'était 50-50 au niveau de lancers dangereux puis pas dangereux. Fait que tu vois, il y a plus de lancers dangereux parmi les lancers qui ont raté ou qui ont été bloqués. Fait que c'est ça. Il y a peut-être juste là, une question de tuning, de accuracy ou peut-être la sélection de tir aussi. S'ils ont été bloqués, c'était peut-être pas l'idéal. Il y a 2 passes. Il a seulement fait 2 passes. Je recommence. Il a tenté seulement 2 passes dans l'enclave, puis les 2 ont échoué, résultant en perte de possession. Ça, c'est vraiment no bueno. Il a perdu 8 batailles le long des bandes. 4 pertes de possession en zone offensive, 2 en zone neutre, puis 1 en zone défensive. Il a totalisé 17 minutes de temps de glace, mais environ seulement 45 secondes de temps de possession de la rondelle. J'en parlais l'autre jour que j'ai l'impression qu'il veut pas avoir la rondelle si c'est pas pour marquer. Puis dans cette game-là, le plus longtemps qu'il y a eu la rondelle à 5 contre 5, c'est environ 3 secondes, je vous mens pas. Sa plus longue séquence avec la rondelle, en fait, ça a été à peu près 5 secondes, puis c'était en overtime à 3 contre 3.
Fait que ça me fait peur, ça. Je dois vous avouer. Fait que c'est ça, je veux bien croire qu'il y a des flashs positifs, tu sais, qui montrent un peu plus d'implication, des plaqués, quelques jeux défensifs. Mais tu sais, pour chaque flash positif, il y a le double de mauvais flash, malheureusement. Là. 8 batailles perdues le long des bandes. Puis c'était quoi? C'était 7 pertes de possession de rondelles. C'est tough, là. Certes, c'est juste une partie trackée. Peut-être que je suis tombé sur une de ces pires parties de la saison. Mais ça va quand même dans le même sens que les parties trackées par Elite Prospects. Par ailleurs, lors de mon mock draft, j'en parlais, je vais partager les résultats des statistiques avancées récoltées par Elite Prospects. Donc, suivez ça. Une des prédictions que j'avais avant le U18, c'était toutefois que Yzerman allait connaître un gros tournoi. Même si c'est pas mon préféré, je le disais, Yzerman, il va vraiment shiner au U18. Puis, c'était le temps de remonter dans les classements pour lui, tu sais. Surtout qu'elle allait être en position, en plus, pour battre le record de Caulfield, fait que je m'attendais vraiment à un gros tournoi de sa part. Puis, comme je disais, je pense qu'il y en a agréablement surpris plusieurs. Puis, tu sais, moi aussi, à certains égards, on va le dire. Yzerman, grosso modo, il a terminé le U18 avec 9 buts puis une passe en 7 rencontres. Encore là, drôle de ratio, 9 buts, une passe. C'est ordinaire. C'est arrivé à 20 occasions dans l'histoire du tournoi qu'un joueur a marqué au moins 9 buts. Fait que ça, exploit, je lui lève mon chapeau. Puis il y a des gros joueurs là-dedans. Kucherov, Hughes, Caulfield, Ovechkin, Kessel, Kovalchuk. Puis Yzerman, il a réalisé l'exploit à 2 occasions. L'an dernier, c'était 9 buts aussi, mais 2 passes. Cette année, 9 buts, une passe. Fait qu'on peut pas lui enlever. Son nom figure parmi plusieurs grands. Bon, il y a d'autres flops également dans ce palmarès, mais il figure parmi les grands. Sauf que dans ces 20 récoltes-là de 9 buts ou plus dans l'histoire du tournoi, cette année, il y a le pire total de points et par conséquent le pire ratio de buts versus passes. Ça n'enlève pas tout le mérite qu'il y a pour les buts marqués. En fait, ils ont marqué ces buts-là, puis ça a été des beaux buts. Mais ça montre peut-être qu'il est encore plus unidimensionnel que des joueurs dont Caulfield et Kessel, que l'on disait justement être unidimensionnels en début de leur carrière, mais qui ont réalisé plus de passes que lui. Sur ces 9 buts-là, en plus, il y en a 7 qui proviennent de l'avantage numérique. Énorme bémol également. Ces 2 seuls buts à 5 contre 5 dans tout le tournoi ont été réalisés contre la Slovaquie dans une dégelée de 9-0. La Slovaquie au U18, là, c'est pas la Slovaquie au U20, là. Ils sont poches. Il a marqué aucun but à 5 contre 5 contre la Lettonie, contre la Norvège, contre la Suisse, ni même contre leur deuxième match contre la Slovaquie. Il a terminé le tournoi avec un différentiel de 0, le deuxième pire différentiel de l'équipe, à égalité avec des défenseurs qui ont une récolte de 0 et 1 point. Yzerman, il a 10 points, lui, tu sais. À titre comparatif, Higgins, Stiga puis Zimmer, certes 3 joueurs qui jouaient sur le même trio, sont à plus 15 et plus 14. Puis même Trevor Connolly, qui était sur un autre trio, lui, était plus 7. Puis les gars qui jouaient avec Yzerman dans le tournoi, je pense, sont environ à plus 3, plus 4. Yzerman, 0. Il était sur la glace pour le seul but de la Lettonie, différentiel de moins 1, ainsi que sur la glace contre l'un des 2 seuls buts de la Norvège, également là, moins 1. Sa moyenne de points par match, 1.43, semble très bonne sur papier, mais quand tu regardes ça, il est au 87e rang des 20 dernières années pour un joueur à son année de repêchage. Certes, certains bons joueurs ont fait une récolte similaire ou pire, j'en ai parlé tantôt, il faut pas se fier là-dessus, mais vous comprendrez qu'il y a beaucoup de joueurs tombés dans l'oubli qui ont également fait mieux que lui. Comme je disais, le U18 peut pas servir pour évaluer la carrière d'un joueur. Mon point, c'est juste que il a surpassé les attentes qui étaient basses en montrant qu'il pouvait s'impliquer un peu plus dans le jeu, mais sa performance va pas passer à l'histoire, tu sais. J'entendais qu'il avait connu un gros tournoi, mais c'est objectivement pas vrai. Je me souviens pas si j'en avais parlé dans mes nombreuses montées de lait, mais une des choses aussi que j'aime pas d'Yzerman, c'est son body language, puis Parekh aussi, mais je vais y revenir dans un autre épisode. Ou peut-être tantôt, on va voir. En ce sens, Grant McCagg apportait un point important la semaine dernière à l'effet que le U18 était l'occasion rêvée pour Yzerman de montrer que son jeu sans la rondelle pouvait s'améliorer. Mais
il a échoué. En fait, il a juste essayé de marquer, puis ça se reflète dans ses stats. Puis c'est frustrant par moments. On le sait qu'il est bon là-dedans. On veut en voir plus, tu sais. Puis c'est le temps. McCagg parlait entre autres d'une séquence où l'équipe menait 7-1 contre la Lettonie. Puis Yzerman, ben, il a manqué un but. Il a tiré à côté du filet ou je sais pas quoi. Puis il semblait fâché. Il se shakeait la tête, puis tout. Mais tu sais, Cole, à part pour tes stats personnels puis de battre le record de Caulfield, c'était 7-1, là. On s'en fout du but, là. Montre que tu peux jouer au hockey, tu sais. Puis c'est ça, c'est de quoi que j'avais déjà identifié, là, comme quoi il arrêtait, parfois de jouer ou qu'il réagissait négativement après des tirs ratés. Ça me donne juste encore plus de questions. Tu sais, je sais qu'on s'entend pas tous là-dessus, mais je trouve beaucoup son jeu très orienté sur un seul objectif, scorer. Puis c'est bien si ça marche puis que t'en scores 50. Tu sais, mettons que t'en scores 50 dans la LNH, là, sois invisible autant que tu veux, mon chum. Mais je sais pas si sa production actuelle est tant transposable que ça. Les équipes vont s'adapter dans la LNH. On le voit avec Caulfield, qui, ça fait 3 ans qu'on s'attend à ce qu'il marque 40, 50 buts. Puis là, ben, il est à 28. Si t'empêches Yzerman de prendre de bons lancers, il reste quoi dans son jeu? Tu sais, je classe présentement son lancer et sa capacité à marquer des buts à être un beau gros 10 sur 10, générationnel. Puis, c'est la raison pour laquelle certains sont encore très hauts sur lui, puis c'est tout à fait justifiable et défendable. Il fait mieux que quiconque la chose la plus difficile et la plus importante à faire au hockey. C'est pas rien, on va y donner. Mais ceux comme moi qui sont moins chauds sur lui, ben, qui sont plus fans, en fait, de joueurs plus complets, en fait, c'est ça la réalité, ben, c'est ça. En ce sens, si son lancer, c'était pas un 10 sur 10, mettons, mais plutôt, mettons, un 7 sur 10, voire même un 8 sur 10. Tu sais, un bon, là, above average, là. Il serait classé où, Yzerman? Je prends l'exemple de Emil Hemming, qui est lui aussi un marqueur unidimensionnel éligible cette année, plus gros que Yzerman, qui a un des très bons lancers de la QV, mais une petite coche en dessous d'Yzerman, puis qu'on reproche, en fait, justement, qui est un petit peu trop unidimensionnel. Il est classé entre 25 et 40 d'à peu près toutes les listes. Je vous épargne la question même de Justin Poirier, qui lui aussi, son shot, une petite coche en bas d'Yzerman, puis qu'on le voit classé en 2e, 3e ronde, tu sais. Yzerman, il se retrouverait-il avec eux autres dans des classements si son lancer était juste un peu moins bon? Tu sais, quelle importance est-ce qu'on doit apporter à un seul attribut dans une évaluation? Je me pose réellement la question. Je reviens d'ailleurs rapidement à Emil Hemming pour faire le pont sur ma prochaine analogie. Je vois Emil Hemming comme un joueur Mastercraft. Il y a une gamme d'outils très complète, mais je questionne la fiabilité et la durabilité de ces outils. Je crois pas que ces outils soient suffisamment solides pour les gros travaux et les intempéries. Ça explique pourquoi il est classé un peu plus loin. À l'inverse, Yzerman, lui, a hérité de son oncle de la gamme complète des produits de Walt. Tu sais, des beaux outils, là. Mais il s'en sert pas de ces outils. En fait, lui, ce qu'il aime, Cole, là, c'est la finition. Puis il est bon en maudit pour finir, puis il le fait de plusieurs manières différentes, puis il fait mieux que quiconque. Mais demande-lui pas de se servir de sa skill saut ou de sa botteuse. Parfois, il aime ça regarder les autres faire tout le travail. Mais quand ça vient à lui, il est efficace. Puis tu sais, c'est important ce qu'il fait, je le répète. En fait, c'est crucial comme étape. T'as beau bûcher tout le bois du monde, si t'as personne pour l'installer et faire la finition, ben ça sert à rien. À l'inverse, si t'attends de recevoir du bois préinstallé tout le temps, mais que personne pour aller le bûcher puis le couper le bois, ben tu vas attendre longtemps si t'es pas capable de contribuer toi-même à cette tâche un peu plus rough. Yzerman, il y a les outils pour aller leur fendre puis le tronçonner le bois. Il y a des outils de Walt, là, je vous l'ai dit. Mais il sait pas s'en servir. Peut-être que quelqu'un, un cousin, va y montrer un jour. Mais présentement, il veut rien savoir. Il a même dit lui-même qu'il changerait pas. Peut-être aussi qu'il va être avec quelqu'un qui aime ça faire toute la préparation pour lui. Puis, ça sera un duo d'enfer. Mais d'être axé sur une seule tâche,
Ça marche bien en ce moment parce qu'il y a des projets assez simples. Mais quand les projets vont se complexifier, puis sans dire qu'il va devoir sortir sa tronçonneuse, mais qu'il va au minimum avoir besoin d'aller donner quelques petits coups de dégo de temps en temps avant de faire la finition, est-ce qu'il va le faire ou il va continuer de se croiser les bras puis attendre? Puis avoir dans son jeu autant de vie que dans le visage de l'humoriste Frankie? Puis c'est pas parce qu'il n'y en a pas de scie pour couper le bois. On n'arrête pas de dire que Eisenman est ici ou il va être bon aussi. Il y a beaucoup de scie, Eisenman. Par ailleurs, un qui s'est récemment vanté d'avoir un très gros marteau, c'est Piqué Souban. Si jamais l'analogie de la menuiserie vous parlait pas, puis vous êtes plus du type gamer, ben j'en ai une pour vous. Eisenman, là, c'est comme un campeur, en bon français, ou un sniper dans des jeux de fusil. Ça marche bien quand tu joues en quick match contre du monde qui joue juste en casual ou qui sont classés bronze ou copper. Il y a moyen de finir la partie avec 15 kills puis 0 dette. Sauf que, si tu commences à jouer plus compétitif, à faire des parties classées contre des vraies équipes puis des rangs plus élevés, ben les joueurs vont s'adapter puis tu vas rapidement te retrouver avec 0 kills puis 15 décès si tu continues à juste rester dans ton coin puis à attendre que les occasions passent. Il va pouvoir continuer à sniper ou jouer au shotgun Eisenman. Il va devoir aussi jouer avec ses coéquipiers puis aller un peu plus là où l'action se passe, tu sais. Puis, si cette analogie-là de Call of Duty vous parlait pas plus, ben j'en ai une par rapport au chanteur masqué, non, c'est pas vrai. Fait que c'est ça, j'ai peine à dire du positif de lui, mais je veux pas que ça ait l'air d'une campagne de salissage ou d'analyse mal intentionnée. Le positif existe, je focus juste pas là-dessus parce que c'est connu que son lancé est incroyable puis qu'il excelle à trouver l'espace libre. Puis c'est pas mal juste ça que je vois de positif dans son jeu. Il y a des flashs, comme je disais, certes. Des fois, il plaque. Mais c'est des flashs. Puis des flashs qu'il a montrés, pas nécessairement contre des grosses équipes. Peut-être qu'il va devenir un des meilleurs joueurs de la QV. Je réitère, c'est, à mes yeux, le 3e plus haut plafond de toute la QV en termes d'attaque, en termes d'offensive. Mais c'est aussi, dans mon évaluation, un des joueurs qui a, du moins dans le top 15, qui a le plus gros écart entre le plafond et le plancher. Son plancher, après 200 matchs, il peut être plus dans la LNH. C'est ça son plancher en réalité. Son plafond, ben, il peut scorer 40-50 buts. Fait que c'est un coup de dé qui pourrait rapporter gros, mais qui pourrait aussi coûter cher. Puis je pense que dans un top 10, ça vaut pas tant la peine. Passer le top 10, ben, ça peut valoir la peine si tu as déjà un bon pool d'espoir. Tu sais, mettons, les Devils ou quoi que ce soit, let's go, mise sur Eisenman, je le ferais moi-même. Sauf que si tu essaies de bâtir une banque d'espoir, je pense pas qu'Eisenman, c'est tant le bon choix. Puis, je me répète, je l'aimais beaucoup, Eisenman, l'an dernier, plus que Celebrini même. Ces compilations de highlights me font, encore à ce jour, bander dur. Mais j'essaie encore de trouver une bonne raison, c'est ça, pour vouloir le repêcher dans un contexte où tu essaies de bâtir une banque d'espoir, parce que c'est un peu ça aussi l'angle que j'utilise en montant ma liste, tu sais. Comme je disais, je suis retourné voir 2 games de lui suite au U18, dont une que j'ai clippée et publiée sur ma chaîne YouTube. Je reviens encore à la même conclusion qu'avant le U18. Donc, non, le U18 n'a pas changé mon avis sur lui, même si les flashs étaient intéressants, et même si les flashs étaient, je dirais même, très encourageants. Mais je peux pas faire table rase sur tout ce que j'ai vu de lui en cours de saison, simplement à cause de quelques matchs dans lesquels il était dans un contexte plus que favorable. Je me permets de revenir un peu là, rapidement sur mon top 69 publié tout juste avant le dit U18. Plusieurs surprises, je vais en adresser quelques-unes. Là. Anton Silayev, en fait, un de mes plus gros followers. Puis peut-être que je l'ai trop descendu là, avec le recul. En fait, je suis convaincu qu'il va être un NHLer, mais je vois pas l'upside offensif encore dans son cas. Je vois en lui un bon 5-6e défenseur, gros, mobile, une machine en désavantage numérique, mais je vois pas le prochain Chara ou Edman pour autant. Bien que ce plancher-là, très élevé, compte pour beaucoup de points dans mon évaluation, le manque d'apport offensif en ce moment nuit beaucoup à son classement. En fait, il score beaucoup de points au niveau de la projection LNH, mais au niveau des acquis en ce moment,
c'est plus tough. Ceci étant dit, je réitère que dans ce classement-là, oui, il y avait des rangs à côté de chaque nom de joueur, mais d'abord et avant tout, c'était des tiers qu'il y avait. Donc oui, il est 20e, oui, Yzerman est 19e, mais la marge entre ces joueurs-là puis les autres joueurs du tiers, le tiers allait de 14 à 20, est en réalité très mince. Puis les joueurs sont pas mal tous au même niveau, mais sont juste très différents. Fait que c'est juste une question de goût, puis comment vous évaluez, qu'est-ce que vous préférez. Fait que j'aurais pu classer Yzerman puis Silayev 14-15e. Ça aurait pas changé grand-chose, honnêtement, étant donné que je vois mon classement beaucoup plus en tiers que d'autres choses. Michael Hage est possiblement mon plus gros hot take, l'ayant 9e avant le U18. J'avais espoir en fait qu'on le voit au U18 ou quelque chose de même là, pour qu'il augmente sa valeur, mais ça n'a pas été le cas, fait que je vais vivre avec ça, puis on va voir dans 5 ans là, si j'avais raison ou si j'étais des patates. Puis si j'étais des patates, ben c'est pas grave. Beckett Seneca, que gros hot take aussi, que j'avais 11e, alors que tout le monde l'avait encore autour de 25e. C'est drôle parce que 2 semaines plus tard, ben, on parle non seulement de lui comme un choix top 15, quasiment assuré, mais possiblement même un choix top 5. Même Mackenzie qui disait là, que tantôt, ben, il disait pas tantôt, c'est moi qui disais ça dans. En tout cas, c'est moi tantôt qui disais ça, qui disait lui. Bref, petite tape dans le dos à moi. Carter Yakimchuk, c'est que je brûlais, désolé, guys, c'est vraiment pas mon meilleur épisode. Carter Yakimchuk, un autre de mes risers, mais en fait, il a monté sur à peu près toutes les listes, là, Yakimchuk. J'ai encore peine à tomber en amour avec lui. Je vois l'upside offensif, c'est un des meilleurs upside offensifs parmi les défenseurs de la QV. Il est gros, il est robuste, je vois ce qu'il peut devenir. Mais je vois aussi les grosses lacunes dans le decision making et défensivement. Fait que j'ai pas le choix de le monter quand même. T'as pas le choix de respecter ce qu'il apporte et d'espérer qu'il va se développer en joueur un peu plus complet. Fait que c'est ça. Je l'ai monté quand même beaucoup. Puis je vais même le mettre probablement plus haut que ça dans les mock drafts. Mais c'est ça. Il y a quand même là, certains drapeaux rouges dans son cas. Mais encore là, tu sais, je réitère là, les joueurs au sein d'un même tiers, c'est tellement proche, là, tu sais. Bref. Zane Parek aussi, il a droppé au 12e rang. Il était 6e, je pense, le mois d'avant. En fait, j'ai joué au yo-yo avec Parek toute la saison. Ben, pas avec lui, mais avec son classement. J'ai juste pas aimé ce que j'ai vu de lui en série. J'ai pas écouté tous ses matchs, mais il y a quelques matchs que j'ai pas aimé, là, dont un, là, beaucoup d'indiscipline, des gestes irréfléchis. Mauvais jeu de transition aussi récemment. Je disais cet hiver que son jeu défensif pourra s'apprendre plus tard. Je le crois encore. C'est pas ça qui me turn off de lui, mais c'est beaucoup son jeu de transition, puis je suis pas sûr que son hockey IQ est si bon que ça aussi. Fait que c'est ça. J'ai quand même plusieurs questions, puis j'aime pas avoir des questions. Je suis au point quasiment de me demander s'il va pas être un défenseur de première... Ben, en fait, plutôt que d'être un défenseur de première page, je devrais dire s'il sera pas un 4-5e défenseur purement offensif, puis une machine sur le jeu de puissance. Peut-être quand même un upside... en fait, l'upside offensif est définitivement là. Le meilleur du draft pour les défenseurs, je crois. Mais est-ce que son potentiel est tant de 80-100 points par match comme plusieurs le prétendent, ou si c'est peut-être plus un 50-60 points, mais unidimensionnel? Si c'est ça, c'est un petit peu moins sexy. Mais c'est ça, l'upside est là. On se doit de respecter ça. Puis c'est pourquoi je l'ai fait passer devant Constant Helenius, même si j'aime beaucoup Helenius. Puis c'est ça, pour Parek, ben, c'est du yo-yo. Ça dépend des games. Des fois, je l'adore, des fois, je le déteste. Puis ça, c'est un red flag en soi. L'inconstance, tu sais. Fait qu'on va voir. Peut-être que je vais le remonter d'ici la fin de l'année, à suivre. Il y a 2 joueurs qui devraient monter dans ma prochaine liste, si j'en sors une autre, je devrais en tout cas. C'est Stian Solberg puis Leon Mugli. Il y a également possiblement Cole Hudson là, que je pourrais monter, là, je sais pas encore. Koch puis Zeter devraient sortir de mon prochain top 69. Puis Linus Eriksson, c'est certain qu'il va en faire partie. Il y a 2 noms aussi que vous avez peut-être remarqué qui sont plus hauts sur ma liste que sur la plupart des autres. Julius Miettinen et Matvei Gredin. 2 joueurs fort différents. Que j'ai respectivement 36e et 28e. J'ai publié des vidéos shift by shift de eux sur YouTube. Je vous invite à aller voir ça, puis je vais vous en parler un peu rapidement avant de terminer l'épisode. Pour Miettinen,
C'est un des gros risers dans le plus récent classement de la centrale de recrutement qui a passé du 49e au 18e rang pour les patineurs nord-américains. C'est un centre de 6 pieds 2, 6 pieds 3 qui m'avait pas particulièrement impressionné plus tôt cette saison malgré qu'il était point per game. Mais le fait qu'il jouait là, pour les Silver Tips de Everett dans la WHL, c'était pas tant un incitatif pour moi de le regarder davantage. Sauf c'est ça, en voyant là, son nouveau classement, même si j'accorde à peu près aucune importance au classement de la centrale, je me suis dit que je retournerais le voir jouer un petit peu dans un contexte de série en plus. Puis je dois dire que j'ai aimé ce que j'ai vu. C'est un joueur de hockey. Je crois qu'en repêchant Miettinen, tu repêches un joueur qui va jouer LNH. Probablement pas dans un top 6, mais je crois en ses chances de devenir un bon centre de troisième, possiblement quatrième trio. Son patin est assez bon pour la LNH. Il joue physique, il est bon défensivement. Il y a suffisamment de flash offensif et de créativité pour croire qu'il pourrait contribuer, ne serait-ce qu'un peu offensivement et ne pas être qu'un simple Jacob Delarose. C'est pas le plus flashy, mais je trouve que c'est un bon distributeur, un joueur efficace. Et ça, même si c'est un joueur de 18 ans. Il est mis dans des situations importantes pour son équipe. Il prend la vaste majorité des mises en jeu en territoire offensif. Il termine ses mises en échec. Il joue comme un vétéran même, je trouve. Il joue devant le filet sur le premier power play. Donc, j'ai cru bon, c'est ça, de vous partager une vidéo shift by shift de lui sur ma chaîne YouTube. Ça va également vous permettre de voir un peu Nate Danielson pour Portland, qui a souvent affronté en fait Miettinen durant cette rencontre-là en 1v1, ainsi que quelques jeux highlights de l'électrisant défenseur Taron Smith, que certains disent que c'est le prochain Makar. Bref. Qui est éligible aussi cette année, coéquipier de Miettinen pour Everett. Encore une fois, lorsque je décide de clipper une game, j'ai pas vu cette game-là préalablement. Même chose pour les games d'Eisenman. Fait que des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Dans le cas de cette game-là, son équipe s'est fait démolir 8-2. Il a tout de même amassé une passe, laquelle résulte en fait simplement d'une mise en jeu gagnant en zone offensive sur le jeu de puissance. Fait que bref, pas une très belle passe, mais un jeu important quand même, même si ça démontre absolument aucune créativité de sa part. Je pense que c'est bon d'analyser des games tough de même, ça montre le caractère. Puis c'est ça, il a pas montré de red flag à cet effet-là, même à 8-2, il complétait encore ses mises en échec. Il est difficile d'identifier son plafond parce que je l'ai pas vu jouer avec un play driver élite. Mais c'est ça. Vous allez voir aussi dans la vidéo Shift by Shift. Il commet quelques erreurs en troisième période. Mais quelques-uns de ses jeux, que c'est juste l'exécution, je pense qu'il a raté. Puis pas l'idée qui était mauvaise. Même si sa projection réaliste est plus d'être un centre de quatrième trio, je crois que Miettinen pourrait optimistiquement peut-être se développer en ailier complémentaire sur un middle six. Ou c'est ça, qui peut jouer là, devant le filet en avantage numérique, en plus de jouer en désavantage numérique. Fait que je pense que c'est un gars qui pourrait avoir une belle valeur dans la LNH. Je le classe beaucoup plus comme attaquant two-way que attaquant de puissance malgré son gabarit. C'est important de le noter aussi. J'ai parlé de Jacob Delarose tantôt. Il me rappelle Jacob Delarose, que j'aimais beaucoup d'ailleurs en 2013. C'est pas bon signe. Mais c'est ça. Je suis possiblement la seule personne au monde qui a un t-shirt de la Rose. En fait, je suis convaincu d'être le premier au monde à avoir acheté un t-shirt du Canadien de Montréal de Jacob Delarose. T-shirt, pas jersey, comprenez-moi bien. T'es allé, gang de chum puis moi, aller voir ce que je pense était son premier match local à l'époque, en tout cas. Puis j'étais allé à la boutique pour en acheter un, puis il n'y en avait pas. Il y en avait de joueurs qui jouait plus pour l'équipe, mais il n'y avait pas de t-shirt de la Rose. Fait que j'ai demandé à Commis de la boutique du Centre Bell si elle avait des t-shirts de Jacob Delarose. Puis elle m'a dit qu'elle avait aucune idée de qui je parlais, mais elle est allée voir en arrière-boutique, elle est revenue quelques minutes plus tard, puis elle en a trouvé 4-5, genre un de chaque grandeur. Fait que bref, je l'ai acheté. Fait que c'est ça, j'ai manqué mettre Miettinen comme choix du CH avec le choix de Winnipeg dans mon plus récent mock draft. Mais je suis plutôt allé pour Matvey Gridin dans le mock draft. Puis je vais vous en parler de Matvey Gridin. Gridin, c'est un ailier gaucher de 6 pieds 1, 185 livres russe.
Mais évoluant en USHL depuis 2 ans, en fait, il a terminé Gridden au premier rang de tous les pointeurs de la USHL cette saison, 83 points en 60 rencontres, une moyenne de points par match similaire à celle de Michael Hage, incluant en fait un stretch de 16 points en 8 matchs en mars. Pardon, je rote. C'est la 3e meilleure récolte pour un joueur à son année d'admissibilité au repêchage de la LNH. J'imagine depuis les 20 dernières années, à égalité avec Jaden Schwartz. J'ai vraiment de la misère ce soir, pardon. Puis il y a la 10e meilleure moyenne de points par match si on enlève les joueurs du NTDP. Une production supérieure aux Godrow, Bezer, Gunzel, Stachny, Middlestad, Michelli et compagnie au même âge, tout juste derrière Kyle Connor. Quand même pas pire pour un gars invisible le 3/4 du temps, parce que oui, Gridden, c'est votre attaquant russe typique, excessivement talentueux, mais qui s'en calisse aussi excessivement beaucoup. L'intensité est inconstante, il fuit le contact beaucoup, il est invisible par moments, pas toujours impliqué en défense, mais ça dépend. Il cause beaucoup de revirements nonchalants, mais il fait aussi beaucoup de passes incroyablement brillantes. En termes de talent pur, quelqu'un pourrait débattre que Gridden a un talent top 15 dans le QV, puis ça serait défendable. Vous le savez que j'ai de la misère avec la nonchalance et l'inconstance, on le voit avec Eisenman, mais j'ai un brin d'espoir dans le cas de Gridden, puis tu sais, je l'ai en fin de première ronde, là, je l'ai pas top 15, là, comprenez-moi bien. Il y a des beaux flashs de poursuite et d'implication, mais il finit juste pas toujours le travail. Il s'efface souvent du jeu, et même si c'est parfois frustrant, je trouve que ces gros changements de rythme dans son jeu le rendent tellement imprévisible pour la défense adverse et par conséquent tellement dangereux parce qu'il endort souvent avant d'exploser. Fait que c'est peut-être un génie au fond. Il a un bon patin, un bon lancer, c'est un très bon passeur, mais c'est très hit or miss dans mes visionnements lui. Parfois il est effacé, parfois il est grandiose. Il est excessivement dangereux en zone offensive. Puis la rapidité à laquelle il réalise ces jeux-là est tout simplement incroyable. Il est vraiment imprévisible, comme je disais, mais dans le bon sens, je pense. C'est donc difficile pour moi de sortir des vidéos shift by shift de lui. Je veux montrer de quoi il est capable, mais je veux pas vous montrer que ses bons côtés non plus. Fait que j'ai sorti 2 vidéos shift by shift de lui. Je les ai vraiment cherry-picked eux autres. J'ai pris une première game, il a fait 7 lancers, 2 buts. Puis il y a une autre game que j'ai pogné, une game en série, je pense que j'ai pris au hasard, où ça a été, plus difficile, on va le dire de même, malgré quelques flashs insane. Ceci étant dit, c'est ça, écoutez ces games au complet, abandonnez pas après 5 minutes, parce que si vous abandonnez rapidement sur ces vidéos-là, vous passez possiblement à côté de quelques moments magiques, dont la game là, que je parlais, qui est la game la plus difficile contre, je pense que c'était contre Green Bay. Il y a eu un incident cocasse là, qui implique Matvei Gridden, de la laitue romaine puis une Zamboni. En tout cas, je m'écarte, je diverge. Il pourrait devenir une énorme menace sur le jeu de puissance ou en zone offensive, mais il pourrait aussi disparaître à 5 contre 5 ou quand le jeu devient un peu plus physique. C'est pour ça que je ne l'ai pas plus haut que ça. Je réalisais plutôt le scouting report de Dobber Prospects à son sujet. Ça va pas mal dans ce sens-là aussi. Je pense que c'est unanime. Le gars, il est bon, mais le gars, il est frustrant aussi. Dobber Prospects le classifie de triple threat. C'est pas peu dire. Mais c'est ça, à la défense de Gridden, on l'a pas vu avec des joueurs très talentueux non plus. Il a souvent joué sur la 2e ligne avec des gars de 19-20 ans non repêchés. Il a un peu joué avec Sacha Boisvert, qui est bon, mais lui aussi il est jeune, dans son année de repêchage. Fait qu'il y a beaucoup de jeux qui meurent en transition, certes parfois par la faute de Gridden, mais des fois non. Tu sais, c'est brouillon la USHL par moment, puis je trouve toujours ça difficile d'évaluer des joueurs dans ce contexte-là, surtout quand ils évoluent dans une équipe moyenne. Un bel exemple, en fait, c'est dans une game que j'ai publiée, lui justement, il perdait 4-3, il restait quelques secondes à faire, sont installés 6 contre 5 en territoire adverse, Gridden jouait à la pointe, il réussit à décocher un bon lancer, mais c'est ça, c'est bloqué devant le filet, la rondelle lui revient, puis plutôt que de paniquer avec 8 secondes à faire, il repère un coéquipier complètement de l'autre côté de la patinoire, il lui fait une passe parfaite. Puis ben, c'est un coéquipier, il manque un filet presque désert.
puis le jeu passe aux oubliettes, puis vous verrez jamais cette passe grandiose-là dans aucune compilation de highlights. Mais c'est ça. Si le gars l'avait mis dedans, on en parlerait de cette passe-là. T'sais. Il a fait un autre feed incroyable de la sorte en première période, je pense, de la même game. Mais encore là, son joueur, il n'a pas été capable de pogner la passe. Dans ses meilleures séquences, Gridin peut être dominant. Il joue avec confiance, puis peut contrôler le jeu. J'ai même vu des flashs de bons jeux défensifs dans son cas. Puis c'est ça, il montre qu'il est. C'est pas nécessairement un joueur unidimensionnel. C'est pourquoi j'ai un certain espoir envers lui. Je crois que le jour où ça va cliquer, si ce jour arrive, il pourrait devenir une vraie menace en transition et en zone offensive. Il joue même parfois en désavantage numérique, comme je vous disais, il y a des flashs de two-way game, puis son coach le fait jouer en piqué, fait qu'il y a clairement de quoi d'intéressant là. Puis justement, en piqué, il est excessivement dangereux s'il met la main sur la rondelle, parce qu'il est très rapide, très dynamique. Il y a d'ailleurs quelques échappées de la sorte dans les vidéos que j'ai mis sur YouTube. Donc, je vous invite à aller voir ça. Matvey Gridin, hit or miss complètement, mais qui pourrait être un beau choix pour le Canadien s'ils veulent y aller pour la clôture. Donc, ça va être ça pour cette semaine. Je vous remercie encore d'avoir été là. Merci de m'écrire en commentaire, puis en message privé. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. C'est ce genre de communauté-là que j'ai envie de créer, ou j'avais envie de créer parce que on s'en vient là, guys. Fait que merci, je vous invite à aller voir, encore une fois, sur Facebook, le mock draft. Votez pour le joueur que vous pensez va être repêché. Puis on se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace.